Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et je suis très content que vous ayez rectifié le tir aujourd'hui en présentant vos doléances par rapport à ce qui s'est passé et au débat sur le racisme systémique. Parce qu'à l'époque, ce que vous aviez dit, c'est que les Haïtiens ne peuvent pas représenter Tolèdra. Et ça, je le retiens et j'avais trouvé un peu déplacé comme commentaire. Je tenais à vous le dire, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là, donc j'en profite. D'accord? Donc, mais sinon, j'apprécie, j'aime bien la manière dont vous l'avez présenté aujourd'hui. Et ma question finalement, il y a Maryse Duhamel qui est martiniquaise, qui avait dit, et ça c'est une phrase qui m'est restée depuis au moins 2-3 ans, et que les Blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Comment vous réagissez à une telle déclaration de la part de Maryse Duhamel? Alors, comment je réagis à cette phrase? Elle a tout à fait raison. Elle a tellement raison qu'aujourd'hui, ils en sont conscients. Alors, on n'a qu'à regarder, je vais donner des exemples qui n'ont même rien à voir avec nous, les Noirs. On arrive en Afrique, il y a des éléphants, il y a des girafes, il y a je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui les massacre? Qui est-ce qui aujourd'hui est en train de faire la comptabilité des animaux qui existent en Afrique? Ce sont eux. Donc, ils sont entrés dans ce processus à chaque fois de changer l'humanité. On parle de réchauffement planétaire. Tu crois que c'est moi qui fais un petit pliage chez moi, un petit boucan qui est en train de menacer l'humanité? Donc, tout ça, ça fait partie du processus où ils ne tiennent pas compte que cette planète ne leur appartient pas à eux tout seuls et qu'ils ne sont pas les seuls êtres, je ne vais même pas dire humains, parce qu'ils se sont déjà déshumanisés. Quand ils partent dans les pays, quand ils sont venus ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté un bâton et ils ont dit à 600 000 km autour, tout m'appartient, quitte à exterminer ceux qui m'empêcheront de prononcer ma propriété. Ils n'étaient pas, s'ils étaient humains, ils auraient pensé que l'Indien, le cheval, tout ce qu'ils ont trouvé là n'était pas leur propriété. Donc, c'est sûr qu'ils se sont déshumanisés. Mais ils ont accéléré le processus quand ils ont décidé, et ça avec leur Dieu de l'époque, le pape, avec la bulle papale qu'il va prononcer, ils vont accélérer le procédé parce qu'ils vont dire que les Noirs n'ont pas d'âme et que les Noirs ne sont pas des êtres humains. Ils vont bénir cela. Toutes les nations du monde vont dire, en fait, effectivement, vu que le pape qui représente Dieu l'a dit, c'est une vérité. Est-ce qu'un être humain va faire ça? Même le plus barbare parmi les dictateurs ou tout ce que vous voulez, n'a jamais prononcé ce genre de choses, n'a jamais fait ça. Donc, je dis à eux et à leur conscience qu'ils se débrouillent avec la problématique de c'est quoi l'humain. Je voulais parler aussi à Monsieur Emmanuel. Par rapport à ce que vous avez dit, je n'étais même pas au courant. C'est bien de nous avoir transmis l'information. Il y a des choses comme ça actuellement qui se passent. C'est vraiment critique. Et effectivement, comme vous avez posé le point de trouver une stratégie pour en discuter, comment faire face à la nouvelle menace. Même pour le problème de la Libye, effectivement, je me suis posé la question comment. Parce que du coup, ils sont là-bas. Et nous, on est... à l'époque, j'étais en France. Nous, on était en France. On voulait faire une marche. Mais après la marche, quels sont les débouchés? Est-ce qu'on aurait eu un poids? Parce que ça se passe encore, il me semble, si ce n'est pas encore réglé. Donc voilà. Et sans compter aussi les masques qui ont été joués aussi, les responsabilités. Parce que en discutant avec d'autres personnes, j'ai entendu comme quoi les chefs africains aussi sont un peu de mèche avec les gouvernements. Derrière, il y a tout
Alors, comment faire pour œuvrer pour dépasser tout ça entre les chefs et le gouvernement pour dépasser et libérer les frères qui sont en Libye. Donc voilà. Ce sont les deux points que j'avais à dire. Alors, c'est pour ça que je parle de déconstruction. Un fait n'est pas en mathématiques, et on dit souvent c'est la majorité, c'est ça. Quand on parle d'un fait, on parle de majorité, et par rapport à la majorité, on énonce un fait. Ce n'est pas une majorité de Noirs qui ont vendu, il y a peut-être 10%, même pas. Le pire, c'est même pas 10%. Est-ce que par rapport à 10 couillons, on va condamner 90 personnes? C'est la question qu'il faut se poser. Je ne cherche pas à savoir la quantité ou qui, comment. Et le pire dans cette histoire, c'est d'entendre souvent. Ça, on a appris ça sous les bonnes écoles à ma mère, ce que tu dis là. On a appris à ma mère, quand elle allait à l'école, nos ancêtres les Gaulois, et les Noirs ont vendu les Noirs. C'est ce qu'on lui a appris à l'école, et qui fait qu'aujourd'hui, on répète ça. Donc, c'est ça qui est la problématique. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de Noirs qui ont vendu les Noirs. À ce moment-là, quand tu parleras de l'histoire de France, il faut que tu aies le culot de dire aussi que les Français ont vendu les Français. Il faudrait vraiment que tu puisses dire ça et que tu fasses aux Français, surtout, répéter les Français ont vendu les Français. Et qu'on ne parle pas de résistance ni de collaborateurs en France. Donc, c'est ça. La deuxième chose, tu sais, quand je regarde des nouvelles de France, je vois, la dernière fois, j'ai vu un Parisien qui prenait sa voiture, qui partait en Suisse, en Haute-Savoie, fait toute cette partie-là, et qui violait les femmes depuis 7 ans. Il en avait violé déjà 63. Est-ce que ce Parisien, c'est la représentation du peuple de France? Non. Je parie qu'un Noir aurait fait ça, on aurait maudit tous les Noirs de la terre. Ça aurait fait la tournée du monde, et si je t'écoute parler, tu aurais peut-être sûrement relayé ce fait-là. Les Blancs font des saletés, des saloperies aux Blancs en permanence. Tu n'entends qu'un Blanc cracher sur un Blanc. Il le cache. Donc moi, je pense que maintenant, il faudrait qu'on apprenne à foutre des coups de poing dans le couloir à côté, là, à nos frères, plutôt que de venir prendre un micro et de dire oui, il a fait ça, il n'a pas fait ça, il a fait ça, je suis sûr qu'il a fait ça. Parce qu'on ne va pas se construire comme ça. C'est ça on nous a appris. Et que j'ai dit tout à l'heure, quand je dénonce mon frère, je m'enterre. Parce que le plus souvent, je ne le dénonce pas lui tout seul, parce que je dis les Noirs ont fait. Je ne dis pas qui a fait. Moi, je suis d'accord qu'on me dise que les nègres ont vendu les nègres. Oui. Lesquels? Qui t'es noyau? Qui tribu t'es? C'est ça. Ils sortaient d'où? C'est ça les questions. Parce qu'on vient de dire que son pays a pu être épargné de ça parce qu'il y avait la rivière. D'autres pays ont mené la résistance. Mais on ne nous parle pas de cela. On ne nous parle que de 10 nègres sur 100 ont vendu 10 autres nègres. Voilà ce qu'on nous dit. Et on raconte ça à nos enfants, on a le courage de répéter ça. Donc moi, je répète, ce n'est pas ma problématique. Ma problématique n'est pas de savoir que les Noirs ont vendu les Noirs. Ben, moi, papier là. Si tu as un papier qui me montre que les Noirs ont vendu les Noirs, parce qu'on leur demande dans les procès qu'on fait. Ben, moi, ben, Noir, tribu là, quantité là, prix là, et où était le marché? Il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai des photos de Blancs, après taper sur la place qu'on appelle la place de la Victoire, qui ne devrait pas porter ce nom-là. On me montre bien des Blancs qui sont très bons. D'accord? Même aux États-Unis, où on a dit qu'effectivement, il y avait un marché de Noirs qui vendait des Noirs, jusqu'à maintenant, on ne peut pas nous donner une photo. Voilà. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Il y avait 2 questions, il y a peut-être 3 que je me posais. Il y en a une dans les milieux militants. Maintenant, on a tendance à séparer les milieux militants. Donc, il y a des milieux militants autochtones, les femmes noires, les femmes arabes, etc. Et puis, souvent, on en fait aussi des milieux exclusifs. Par exemple, dans les milieux de femmes arabes, autochtones, noires, on a tendance à plus prendre de blanc vraiment parce que, pour X raisons, parce qu'en même temps, on a besoin de se parler entre nous, l'entre-soi est super important. Mais en même temps, tu sais, comment on fait
parce qu'en même temps, on a besoin de ces alliés-là. Et bien souvent pour les responsabiliser, comme dans les problèmes de société qu'on a, pour pas en faire des problèmes exclusivement inhérents à nous-mêmes, pour faire en sorte que ce soit des problèmes qui les concernent aussi, parce qu'ils en sont aussi responsables. Donc, comment on fait pour garder cet espace d'entre-soi qui est absolument nécessaire et en même temps pouvoir les garder pour que ce soit pas seulement des alliés, juste des gens, c'est pas tant des alliés dont on a besoin, mais des gens qui prennent leurs responsabilités tout simplement. Et puis par rapport à ce que disait Emmanuel, comment le jeune se permet de cracher dessus, mais ça, il y a l'impact, il y a le manque de représentativité positive, évidemment, donc on voit dans les films, etc., la manière dont sont représentées les personnes noires en général, mais également les paroles politiciennes, les médias, les actions policières, etc. Donc, c'est sûr que les gens issus de la majorité qui voient ça se sentent légitimés de toutes ces paroles et actes haineux. Et puis, en fait, les punitions, on va dire, la coercition autour de ces personnes-là n'est jamais la même, le traitement médiatique n'est jamais le même. Donc ça, c'est ce qui fait, en général, que ça se légitimise. Dans les pistes de solutions pour ces choses-là, c'est répéter encore et encore l'indispensable, c'est-à-dire que nous devons nous engager dans toutes les sphères de la société. Je veux dire, ça ne se discute pas, on n'a pas le choix, cette société, c'est aussi la nôtre, on évolue, on y fait grandir nos enfants, on donne de notre sueur, on donne justement on continue à recevoir cette exploitation, on continue parfois à courber les pieds, peu importe si c'est involontaire ou volontaire, mais en tout cas, on n'a pas le choix de participer pour trouver une balance. On a un pouvoir économique, c'est ce qui parle le mieux aux politiques, semble-t-il. On a différentes formes de pouvoir, donc à nous de se les réapproprier et de les exercer. Et pour terminer, pour essayer d'être courte, c'était le point sur éduquer nos enfants. On le sait, puis je l'ai entendu beaucoup de certaines mamans, et puis on le sait, on a tous, nos enfants, comme nous on l'a en tant que personnes racisées, on a cette assignation à toujours mieux faire que les autres, à montrer patte blanche, sans arrêt, de n'importe quoi. Et on disait qu'il faut préparer nos enfants, mais est-ce que c'est indispensable, mais en même temps c'est un paradoxe, parce que comment préparer nos enfants sans leur faire porter le fardeau de l'excellence? Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que souvent c'est ça. Nos enfants, ils doivent être plus propres que les autres, ils doivent être mieux habillés, ils doivent être meilleurs à l'école, ils doivent être ce que les autres petits-enfants n'ont pas comme problématique, bien souvent. Mais nos enfants l'ont. Alors, comment les délester de ce poids-là pour qu'ils puissent se sentir chez eux? En fait, c'est ça, c'est toutes les questions de transmettre nos histoires et leurs racines sans leur donner la souffrance qui va avec. C'est toutes ces questions-là et j'aimerais aussi avoir des réponses. Merci. Les questions que tu te poses, ce sont les questions que nous nous posons. Tu sais, toutes les femmes beaucoup de femmes font des enfants. Mais personne n'est l'excellente mère. On ne peut pas donner le relais pour dire à sa copine, c'est comme ça, il faut élever ton enfant parce que j'ai réussi. Ça n'existe pas. Le meilleur parent, le parent d'excellence, ça ne peut pas exister. Donc, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes tes questions. Mais comment impliquer les autres? C'est être franche. Parce que trop souvent, on joue leur jeu. C'est-à-dire qu'on a un ami blanc, je parle comme ça de blanc noir, parce qu'on ne peut pas parler autrement. On a un ami blanc, on rit à ses pitreries vis-à-vis de nos frères. On lui dit, attends, tu t'arrêtes là parce que on rit aussi avec lui. Il suffit simplement qu'il te dise, mais tu n'es pas concerné, tu es mon ami, c'est passé, tu n'es pas pareil. Donc, il faut l'impliquer en étant tout simplement franche. Lui dire, bon, voilà, ça c'est moi aussi. Mon frère n'est pas différent de moi, pas parce qu'il est haïtien, ou pas parce qu'il est martiniquais, ou qu'il est camerounais, ou tout ce que vous voulez. Donc, il y a ça. Et puis, nos problèmes, dont il est souvent responsable, il faut peut-être le dire, hein. Ce sens-ci, on se tait dessus. Hein. Quand on parle des réparations, c'est parce qu'on a le devoir, nous aussi, de pouvoir nous construire économiquement. Et si on ne peut pas
faire cela, on ne va pas nous respecter. Puisque là, on est dans un pouvoir où l'argent, l'économie joue. Et c'est pour ça que quand on parle de réparation et on dit que si on laisse à ces envahisseurs, ces kidnappeurs, ces salopards, tout simplement, qui ont fait tant de mal à l'Afrique sans tirer, sans dédommager, eh bien, on serait les complices de leurs crimes. Et ça, c'est pas une histoire de mon frère m'a vendu. Hein. Là, c'est une histoire de nous. Là. Les réparations, c'est tout simplement lui dire que quand un voleur rentre chez toi et qu'il vole, il va au tribunal, on l'identifie. Qu'est-ce qu'on fait? On l'emprisonne, on lui demande de dédommager. Pourquoi là, ils sont identifiés et on leur dit, eh bien, allez-y, continuez. Vous vous rendez compte que la veille de l'abolition de l'esclavage, par exemple, dans l'usine, la veille, le jour avant la date où on dit que tu n'es plus esclave, tu prenais des coups de fouet, on violait ta femme devant toi, on écartait un enfant, la veille. Et le lendemain, on vient, on te donne un papier, on te dit, dorénavant, vous êtes des Noirs libres. Tu oublies tout ce qui s'est passé hier, hein? Tu ne penses pas à ça, hein? Si tu devais devenir un humain, un citoyen du monde, tu oublies tout ça, hein? C'était hier, hein? Mais aujourd'hui, on est frères. Mais le pire de l'histoire, c'est pas d'être frère parce qu'on m'a donné le papier. C'est parce qu'en étant frère, je continue à être ton maître, ton dominateur. Donc, c'est lui qui a toute la propriété et te dit, tu continues à travailler et je vais te donner 2 sous de temps en temps. Parce que ce qu'on oublie de dire souvent, au lendemain des libérations, de ce qu'on appelle l'abolition de l'esclavage, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le noir avait les poches crevées, hein? D'accord? S'il voulait habiter dans une case, il avait 6 ans pour travailler gratuitement pour son maître. Ça, on a oublié ça dans l'histoire. On te parle de libération. Et si par hasard, on le prenait sur le chemin et qu'on lui disait, tu es attaché à quelle plantation le lendemain de la libération, hein? Tu es attaché à quelle plantation? Et il disait, oh, moi, je n'ai pas voulu aller dans aucune plantation parce que je suis libre. On l'emprisonnait et il faisait la pénitence sucrière. Donc, il travaillait dans les champs gratuitement. Donc, à aucun moment, il était libre. Ça, c'est une partie de l'histoire qu'on ne nous raconte pas. Au lieu de nous parler de nos frères qui nous ont vendus, là, ils devraient nous raconter comment ça s'est passé sur les plantations pendant cette période de l'esclavage. Et même au lendemain des abolitions. Et encore mieux, quand on devient département, colonie, comment ça se passe? Qui est-ce qui a l'argent? Qui est-ce qui décide des lois? Qui est-ce qui distribue la richesse? On a l'exemple de l'Afrique qui n'a rien à voir dans leur guerre et qui est condamnée au franc CFA. C'est nos frères qui nous ont vendus, qui ont donné le mot tampon. Voilà les questions. Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Engagement et éducation. Ma fille a le droit d'avoir les cheveux défrisés, c'est son choix. Mais il faut qu'elle sache que si elle a des cheveux défrisés, c'est parce qu'elle va prendre un produit pour se défriser les cheveux. Mais avant, elle a des cheveux crépus. Mais c'est pas à longueur de temps, je lui ai dit tes cheveux. Ah, tu as des super cheveux défrisés, là, tu es pénible dans tes cheveux défrisés. Il faut, qu'on veuille ou non, il faut transmettre aussi cette souffrance parce qu'elle fait partie de notre histoire. On ne peut pas raconter quelque chose en faisant tout pour que non. Ou on la raconte ou on ne la raconte pas. Il y a une histoire chez nous où on s'identifie selon le regard de l'autre. Et ça, je réponds à toi, quand j'ai écouté tout à l'heure. On s'identifie dans le regard de l'autre parce que, qu'on veuille ou non, nous sommes très respectueux. Respectueux des valeurs, même si on dit des bobos, hein, ça n'a rien à voir. Mais on est un peuple très respectueux. Donc, je respecte Maggie, c'est ma grande sœur. Je respecte Guy, c'est mon grand frère. Je respecte maman, papa. On est très respectueux. Même quand on est chez les autres et qu'on joue au petit mal, mais on a quand même ses bons. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'aller dire à mon bon papa, mais tu sais, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Comment faire aujourd'hui, puisque tu m'aimes, que je puisse moi m'épanouir?
quelle est l'attente que tu as pour aujourd'hui, en ce qui me concerne. C'est très difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire pour qu'ils puissent comprendre. Parce que effectivement, nos parents qui n'ont pas compris, qui nous ont élevés ici, là, au Québec pour vous, moi en Guadeloupe, et d'autres dans d'autres diasporas, j'ai employé ce terme-là, eh bien, c'est difficile parce que pour eux, le fait qu'on soit ici, ils nous ont donné une chance, une liberté. Ils nous ont donné que de bonnes choses. Ils ne peuvent pas penser qu'on a une souffrance si on ne le dit pas. Donc ça, c'est très important. Donc il faudrait que tu continues. Tu as pris le bon train. Nous sommes réunis aujourd'hui, on parle d'une question qui fait mal, que j'aime pas nécessairement en fait aborder, on parle de la traite négrière. La traite négrière, c'est le mot nègre, je pense, qui fait le poids de l'expression. L'esclavage a existé pratiquement chez tous les peuples, notamment dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité romaine, on pouvait devenir esclave. Un général endetté et qui n'arrivait pas à honorer ses dettes pouvait tomber dans l'esclavage. Une fois qu'on avait saisi tous ses biens, on le prenait lui-même pour qu'il paye ses dettes. Mais il pouvait se racheter au bout d'un certain nombre d'années. La traite négrière définit l'être humain noir comme étant né pour l'esclavage. Et cette définition, elle vient d'Europe. Cette même Europe, et c'est le paradoxe absolu, l'Europe de lumière, l'Europe aujourd'hui, disons, de la démocratie, l'Europe qui s'est dévolue la grande mission civilisatrice du reste du monde. C'est cette Europe-là qui a provoqué ce phénomène de la traite négrière. Aucun roi africain, aucun, comment dire, aventurier africain n'est allé frapper à la porte de qui que ce soit pour lui vendre ses enfants. La demande est venue d'Europe, les besoins auxquels répondait cette traite étaient européens et les dividendes sont retournés en Europe. Donc sur toute la ligne, du point A au point Z, la traite négrière n'a été qu'au bénéfice de l'Europe. On parlait déjà, d'après certaines informations, certains parlent du fait que les souverains africains vendaient déjà leurs frères noirs. Je viens justement de le dire, je vais le répéter. L'esclavage a existé partout et effectivement, il est arrivé que des souverains africains vendent non pas les enfants du pays, mais c'était généralement des prisonniers de guerre. Généralement. Bien entendu, la demande étant ce qu'elle était, il est arrivé aussi que des guerres soient provoquées dans le but justement d'avoir des captifs et de les vendre. Il est arrivé des excès, c'est-à-dire que certains ont même vendu les enfants du pays. Comme dans tout phénomène bizarre, il est arrivé des excès de ce genre. Mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la demande, les besoins, les organisateurs, les exécutants, ceux qui ont bénéficié des dividendes de la traite négrière sont exclusivement des Européens, soit restés en Europe, soit qui se sont installés dans les Antilles. Mais qu'est-ce qui est revenu à l'Afrique? Qu'est-ce qui est revenu à l'Afrique? À peu près rien.